Bonjour, bienvenue en votre centre. Je m'appelle Benjamin Soularue. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter une histoire. C'est donc un petit peu différent de ce que je fais dans les autres vidéos, où je vous transmets des connaissances que j'ai reçues et dont j'ai fait l'expérience. Là, à la fois parce que c'est une opportunité, et puis à la fois parce que c'est ce que je suis en train de vivre au moment où je fais cette vidéo, je vais vous parler de ce que je suis en train de vivre. Parce que cette période qui n'est pas facile pour moi fait résonner beaucoup des enseignements, des connaissances, des expériences que j'essaye de transmettre tout au long de mes vidéos. En gros, moi je suis en train de vivre, mais c'est toujours le cas, mais je suis en train de vivre l'application pratique, ou en tout cas la nécessité de l'application pratique, de ce que je transmets, de ce que j'ai reçu avant tout et de ce que j'expérimente au quotidien. Et dans chacune de mes vidéos, je vous fais part de choses qui sont vibrantes pour moi à un moment donné. Mais là, ce dont je vais vous parler réunit plusieurs sujets, et non pas un seul sujet comme j'ai l'habitude de le faire. Et c'est en ça que j'ai trouvé que ça avait du sens de faire cette vidéo. Pas facile pour moi, car c'est un peu une mise à nu, et comment dire, ça m'oblige à avoir le courage de vous faire part un petit peu de mon intimité, ce que j'ai toujours essayé de laisser de côté dans les vidéos que je fais. Mais bon, j'ai questionné, la réponse a été « fais la vidéo », donc je fais la vidéo. Cette histoire que je vais vous raconter est celle de ma séparation amoureuse avec ma compagne, mon ex-compagne. Et cette séparation est vraiment très récente. Je vais essayer de ne parler que de moi, de comment j'ai vécu les choses, et de comment je me suis servi des différents outils, techniques que j'ai à disposition, et en quoi le travail que je vous propose semaine après semaine, travail d'intégration des outils, le travail sur soi, le travail d'ouverture, le travail de relation à plus grand que soi, le travail de connaissance de soi-même, le travail de connaissance du réel. Voilà, je vais essayer de rester uniquement dans ce prisme-là, de vous montrer comment tous ces outils m'ont servi et me servent encore, et vont encore me servir dans toutes les situations de la vie, mais là particulièrement dans une situation critique, celle de la rupture. Critique parce que j'ai rien vu venir, j'ai vraiment rien vu venir. Une semaine et demie avant que mon ex-compagne m'annonce vouloir la séparation, elle me disait tout aimer en moi. Et de fait, on avait passé un super moment ensemble, les vacances de Noël, vachement bien. Je n'ai rien vu venir. Et quand elle m'a appris vouloir me quitter, là ça a été le choc, la sidération complète. Je m'y attendais pas. Et quand je vous parle de choc, c'était vraiment un choc émotionnel. C'est-à-dire que d'une seconde à l'autre, je me suis retrouvé dépourvu de toute ressource, plongé dans un vide abyssal à l'intérieur de moi, avec une confiance en moi et en la vie qui s'effondrait complètement, avec l'impossibilité de voir autre chose que la douleur que j'étais en train de ressentir, émotionnellement, psychologiquement et corporellement. Et ça m'a fichu une trouille de dingue. Le mental s'est mis à cogiter, à se demander qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que j'avais fait, comment je réussirais à me relever de ça, est-ce qu'il y avait une lueur d'espoir quand même, est-ce que c'était juste une mise en garde, un accident de parcours, ou est-ce que c'était vraiment la fin, comment et pourquoi j'étais rejeté de la sorte, et puis une succession de films qui m'arrivaient dans la tête, de tous ces moments chouettes qu'on avait passés ensemble ces dernières semaines, tout ce qui témoignait d'une relation qui était en cours et qui n'avait pas de raison de s'arrêter brutalement. Puis tous ces films où je me vois seul et dans l'incapacité de remonter la pente, dans l'incapacité de reconquérir cette compagne ou d'en rencontrer une autre.
Je dis pas que c'était forcément rationnel, mais c'est ce de quoi j'étais assailli. Voilà le bilan, le point de départ. Choc, sidération, incompréhension, douleur émotionnelle, psychologique, folie psychologique, agitation extrême dans le mental et douleur corporelle. Vous connaissez ça, hein? Ces chocs émotionnels, cette douleur liée à un abîme sans fond à l'intérieur de soi. Ce truc où on a l'impression de tomber. Voilà où j'en étais. Mais heureusement, ça fait des années que je travaille sur moi, que je travaille à tous ces sujets que je vous partage semaine après semaine. Et là où ma plus grande trouille, vraiment très égoïste, était de me dire, ok, la précédente rupture amoureuse, j'ai mis 1 an et demi pour m'en remettre. Et là, je me disais, mais je peux pas passer 1 an et demi pour me remettre de cette rupture. J'ai plein de projets en cours, je suis en train de construire pas mal de trucs. Et je serais pas capable de supporter cette douleur encore, cette errance pendant 1 an et demi. Je sais que lors de ma précédente rupture amoureuse, mon entourage me le disait, pendant au moins 1 an, j'étais un zombie. Je voulais pas revivre ça. Et en même temps, j'avais aucune ressource, en tout cas, c'est ce dont j'avais l'impression, pour vivre autrement ce que j'étais en train de vivre. Le premier truc que j'ai convoqué, alors, ça m'est venu comme une intuition, comme un flash. Ça a été 2 mots. Blessure, guérir. Exactement comme lorsqu'on a un accident physique, où la première réaction, c'est vraiment là, il faut parer au plus urgent, et il faut, par exemple, panser la plaie avant qu'on se vide de son sang, par exemple. Mais là, c'était la même réaction. 2 mots, blessure, guérir. 2 mots pour couper court à l'agitation mentale et à l'agitation émotionnelle, mais surtout pour couper court au flot d'idées qui ne pouvaient faire que m'enfoncer encore plus dans la douleur. Blessure, guérir. Deuxième réflexe, c'est ok, là je suis tout seul chez moi, il faut que j'en parle, il faut juste pas que je garde ça pour moi, je suis pas capable de porter ça tout seul, donc il faut que j'en parle. Non pas pour le faire porter à quelqu'un d'autre, mais simplement pour qu'une oreille bienveillante, à l'écoute, qui ne cherche pas à donner de conseils, qui ne cherche pas à rassurer, qui ne cherche même pas vraiment à comprendre, mais juste une présence, une oreille, pour écouter cette douleur qui a besoin d'être écoutée. J'avais donc conscience qu'il y avait un besoin en moi, associé à ce sentiment de tristesse profonde, de douleur, de désarroi, de panique. Mais derrière tout ça, il y avait un besoin d'exprimer, de laisser vivre tout ça. Pas de le refouler, pas de m'en décharger, pas de m'en débarrasser, mais simplement de l'exprimer. Alors j'ai appelé un ami que je savais être capable d'une écoute bienveillante et silencieuse, et on a échangé. Je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur, ce qui venait de se passer, comment j'étais en train de le vivre là tout de suite. Même si mon discours était très limité, je disais juste je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. Et ça m'a déjà pas mal aidé. Et puis très vite, je me suis souvenu, très vite, et là on parle vraiment de quelques minutes, même pas 1 heure. Je me suis souvenu que dans la semaine qui a précédé cette séparation, il y a eu 3 nuits de suite où j'ai fait des rêves, des cauchemars, un peu significatifs, de ceux où on sait qu'ils vous disent quelque chose. Je vous ai déjà parlé des rêves. Et là, il s'agissait bien de rêves qui n'étaient pas là pour compenser, mais qui me criaient un message très fort. Dans ces 3 rêves, j'étais avec ma compagne et je cherchais à m'enfuir. Il y avait vraiment quelque chose de cet ordre-là à chaque fois. Je me sentais étouffé, bloqué, empêché, et ma compagne était toujours à proximité, et je cherchais à m'enfuir. Et c'était très violent.
Je voulais vraiment partir, il y avait toujours un truc qui me bloquait. Dans un des rêves, j'étais enfermé. C'était une sorte de prison de verre. Je voyais pas la prison, mais je pouvais juste pas sortir. Et je cognais des poings contre ce mur invisible pour essayer de m'enfuir. J'y jetais des chaises, des tables, et ils se cassaient pas. Et j'arrivais pas à en sortir. Voilà. Et ces 3 rêves, je savais que ça disait un truc fort, mais je voulais pas le voir. Je voulais tellement pas le voir. Je me disais, mais enfin, tout va bien avec ma compagne. C'est quoi cette histoire ? Effectivement, j'étais pas complètement épanoui dans la relation. C'était pas une relation idéale, certes, mais je l'aime tellement, je l'admire tellement, que effectivement, ouais, j'accepte plein de trucs qui sont pas ok pour moi, et en même temps que je voyais comme des enseignements, quelque chose qui me permettrait de grandir. Et j'ai tellement d'amour pour elle que je comprenais pas pourquoi, dans ces rêves, je voulais sortir de cette relation. En tout cas, m'enfuir. Et ça, c'est déjà une chance d'avoir eu ces rêves et de m'en être souvenu. C'était une clé de décodage. Ça me disait, ok, là tout de suite, t'aurais voulu que la relation continue, mais dans la réalité, en fait, ton moi intérieur, ton inconscient, ton subconscient, ton âme, peu importe, savait que c'était pas ok pour toi et qu'il était temps de partir. Il était temps que ça se finisse. Ok, ça me fait une belle jambe. Hein. Je vais pas pour autant mieux en ayant pris conscience de ça, mais c'est déjà une première graine vers l'acceptation de ce qui est, vers la compréhension qu'il se joue quelque chose au-delà du visible et au-delà de ma compréhension intellectuelle, consciente de la relation. Super aide. Évidemment, dès que j'ai pu prendre un tout petit peu de recul, quelques heures après l'annonce de la séparation, vraiment un tout petit peu, hein, pas grand-chose, j'étais pas bien. J'ai passé 4 jours sous le choc, complètement zombie, et merci à tous mes amis qui m'ont écouté au téléphone, qui m'ont invité à dîner, à prendre le thé, à aller marcher pour m'éviter de sombrer. Merci beaucoup. Très important cette écoute, ce lien, ne pas rester seul, être dans la relation et ne pas garder les choses pour soi, les laisser circuler. Et merci à tout le travail que j'ai fait pendant des années pour apaiser le mental, fluidifier les émotions dans le corps, assouplir le corps. Car ces heures de pratique, que ce soit le sport, le yoga, la méditation, ces heures de pratique me permettent non seulement de vivre les choses comme je souhaite les vivre au quotidien, mais aussi, en cas de gros choc, d'avoir des ressources que je n'avais pas auparavant. Et c'est ça la grosse différence entre ma précédente rupture et celle-ci. C'est que j'ai travaillé et j'ai donc des ressources différentes. Parmi ces ressources, il y avait la ressource intellectuelle. Je vous ai souvent parlé des accords Toltec. Et j'ai eu le réflexe tout de suite de me dire, ok, n'en fais pas une histoire personnelle, n'en fais pas une affaire personnelle. Parce que quand ma compagne me quitte, elle est dans son histoire. Même si elle a des reproches à me faire, ou pas, qu'elle ne m'en a pas vraiment fait, elle est dans son histoire à elle. Elle, par rapport à elle-même, par rapport à ce qu'elle vit, par rapport à ce qu'elle veut vivre, par rapport à ce qu'elle ressent. Ce n'est pas contre moi. Et ça, c'est hyper important pour pas trop s'aborder la confiance, pour rester dans un niveau d'estime de soi correct, pour ne pas sombrer complètement en se disant mais qu'est-ce que j'ai fait, c'est ma faute, je suis un gros nul, je suis pas capable d'être aimable, je ne mérite pas d'être aimé. Et ça, c'est trop dur à vivre. Et puis c'est tellement pas juste. Ce n'est juste pour personne. Tout le monde mérite d'être aimé. Donc j'ai pu convoquer ça rapidement. Accord Toltec, numéro 3. Ne jamais en faire une affaire personnelle. Ma compagne est dans son histoire. Ça ne me regarde même pas, en fait. Et moi, je suis dans la mienne. Et à ce moment-là, dans ma douleur et dans ma tristesse profonde. Et puis j'ai aussi convoqué le 2e accord Toltec. Ne jamais faire de suppositions. Ouais.
Parce que là, je pouvais faire plein de suppositions. D'ailleurs, ça n'a pas manqué. Est-ce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre? C'est parce que j'ai dit ça à tel moment, c'est parce que j'ai pas fait ci à tel autre moment. Je pouvais faire plein de suppositions. Plein. Deuxième accord Toltec, ne jamais faire de suppositions. Et de ces 2 accords Toltec, ça permet déjà de calmer un petit peu le mental. Plus cette espèce de mantra que je me répétais à chaque fois que des pensées venaient, blessure, guérir. Et tout ça, ça me permettait de ne pas m'effondrer complètement. C'était déjà très soutenant, très aidant dans le processus de guérison pour dépasser ce que j'étais en train de ressentir, de vivre. Voilà, ça plus cette souplesse intérieure, cette fluidité émotionnelle, pour pas que ça se cristallise, pour pas que ça se transforme, soit en maladie psychique, émotionnelle, corporelle, psycho-émotionnelle. Tellement de possibilités de somatisation. Non, fluidité. J'accueille, même si c'est pas facile, j'accueille et je laisse vivre le truc en moi. Et j'en rajoute pas une dose en tournant en boucle dans ma tête. Et pour ça, j'utilise les accords Toltec et le petit mantra. D'ailleurs, en parlant de somatisation, là aussi, j'ai un truc de dingue à partager. Lorsque, il y a quelques mois, nous avions fait avec ma compagne un jeûne ensemble, une semaine qui avait vraiment été chouette aussi, très très chouette. À la fin du jeûne, je me suis retrouvé dès le lendemain avec vraiment des douleurs et un blocage au niveau du genou gauche, des coudes et du poignet gauche. Et là, évidemment, à ce moment-là, j'avais des clés de lecture. Je connais la psychoanatomie, et du coup, je savais symboliquement ce que ça voulait dire. Genou gauche, siège de la soumission ou de la fuite, ok. Donc il y avait un truc, soit j'étais soumis, soit je voulais m'enfuir. Coude droit, doute ou foi, en tout cas force d'inertie. Donc quelque chose qui était bloqué de ce côté-là, dans ma foi, ou un doute qui voulait se manifester, et qui ne pouvait pas parce que j'étais dans une certaine forme d'inertie. Coude gauche, capacité d'achèvement. Ok, j'ai du mal à faire aboutir cette relation, à la faire s'épanouir comme je le souhaite. Poignet gauche, indécision. J'ai un choix à faire et je le fais pas. Vous voyez comment cette somatisation, cette maladie quelque part, ce message du corps me donnait toutes les indications sur ce que j'étais en train de vivre réellement. Au-delà du côté chouette de on vient de passer une semaine ensemble et c'était chouette, ça me disait déjà que dans le fond, je ne pouvais pas m'épanouir dans cette relation telle qu'elle était à ce moment-là, et que c'était vraiment un sujet d'enjeu pour moi, qu'il y avait un trop grand décalage entre la réalité que je refusais de voir et l'histoire que je me racontais au sujet de la relation. Je me disais, ouais, ok, c'est pas idéal, mais, oui, ok, je me sens comme si, mais, je voyais bien plein de choses qui n'allaient pas, non seulement qui n'allaient pas réellement, et puis plein de choses qui ne me convenaient pas. Je le voyais, mais je refusais de l'admettre. Et là, le corps a pris le relais. Il m'a donné symboliquement les signes qui m'obligeaient à prendre conscience de cette réalité. Bon, mais à ce moment-là, j'ai refusé, j'ai vu ces signes, je savais ce qu'ils me disaient, et j'ai refusé d'admettre l'interprétation que je pouvais en faire. Ça aurait été un de mes clients, un patient en face de moi, je lui aurais donné les clés de décodage avec suffisamment de recul pour lui dire avec fermeté, écoute là, mec, non, je parle pas comme ça à mes clients. Pour dire, écoutez, là, il est temps de faire quelque chose. Soit de discuter avec votre compagne de ce qui vous pèse, de ce qui ne va pas dans la relation, soit de mettre fin à la relation. En tout cas, vous pouvez pas rester comme ça. Les signes sont trop flagrants.
Sauf que les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, et j'ai refusé de faire ce que j'aurais conseillé. Magnifique. Eh bien, le lendemain de la séparation, alors que la veille encore, j'avais des douleurs dans les articulations, c'était dingue. J'en avais presque du mal à me déplacer. Le matin, je m'étais réveillé, j'ai pas réussi à descendre l'escalier chez moi, j'avais trop mal. Je pouvais pas accrocher la rampe parce que j'avais mal aux poignets et aux coudes. Je pouvais pas marcher parce que j'avais les genoux au vrac. C'était tellement dingue. Bon, lendemain de la séparation, plus aucune douleur. Plus rien. Ouais, ça y est, le message était passé. La somatisation était bien là à propos de ce qui ne convenait pas dans la relation. Et les rêves dont je vous parlais tout à l'heure, au-delà d'un indicateur pour moi, je les ai vécus avec tellement de force que c'était un message puissant qui a été transmis à l'univers. Un message puissant qui ordonnait la fin de la relation. Et n'étant pas capable, moi, de parler de ce qui ne me convenait pas, enfin c'est pas tout à fait juste, j'en avais discuté avec mon ex-compagne, mais j'en avais discuté juste en lui faisant part de ce que je vivais, pas en lui disant « Ok, ça suffit, c'est juste pas vivable pour moi, stop. Soit on change les choses, soit on arrête cette relation. » Non, parce que j'avais la peur de ne pas être aimé, j'avais besoin de l'amour qu'elle me donnait. Alors j'ai pas eu le courage, soit de mettre fin à la relation, soit de mettre les points sur les i, de taper un peu du poing sur la table, pour de vrai. Juste pour réajuster la relation de façon à ne pas la subir. Donc je l'ai pas fait. Sauf que pour mon inconscient, subconscient, pour mon âme, c'était trop. Et au travers de ces rêves, l'ordre a été donné de mettre fin à la relation. Ou en tout cas de provoquer un truc pour pouvoir peut-être partir sur des bases nouvelles, des bases plus saines. Peut-être. Mais en tout cas, là, l'ordre, c'était « Je veux m'enfuir, libère-moi ». Et effectivement, j'ai été libéré. Et ça aussi, ça m'est venu très vite. Peut-être le lendemain ou le surlendemain. Me dire, ok, effectivement, j'ai été libéré. Merci à mon ex-compagne de m'avoir libéré de son emprise. De tout ce qui fait que je n'étais pas complètement moi-même dans cette relation. De tout ce qui faisait que je n'arrivais pas à m'épanouir dans la relation. Donc malgré la douleur et la difficulté de l'épreuve, tout était pour le mieux. La vie nous présente toujours ce dont nous avons besoin à chaque instant pour grandir. Et lorsque nous lui donnons un ordre, alors elle s'exécute. Lorsque cet ordre est puissant, lorsqu'il part d'une confiance absolue, d'une absence de doute, dans un moment de silence, alors il y a un ordre absolu qui est donné à l'invisible. Et l'univers s'exécute. Et là, probablement, mon ange gardien est allé parler à l'ange gardien de mon ex-compagne et lui a dit « Ok, mets fin à la relation. Benjamin, on n'est pas capable, c'est à toi de le faire. » Il a dû se passer un truc de cet ordre-là. Et donc là, vous voyez que beaucoup des sujets que j'ai déjà abordés dans les différentes vidéos m'ont été précieux pour, en l'espace de 3-4 jours, sortir de l'abîme, du gouffre infini dans lequel j'étais. Alors je dis pas que tout va bien, hein, je dis pas que cette histoire est derrière moi, j'ai encore beaucoup de choses à en apprendre sur moi-même. Et puis, c'est encore peut-être 1000 fois par jour que je me répète blessure, guérir, pour stopper toutes les divagations du mental. Mais à l'intérieur, les émotions, le corps, c'est déjà plus fluide. Je n'ai plus mal aux épaules comme j'ai eu mal ces derniers jours. Ça s'apaise. Et je sais que là où j'avais vraiment la trouille de passer 1 an et demi au fond du gouffre, je sais que ça ne sera pas le cas. Et évidemment, pour ça, je témoigne de la gratitude tous les jours.
même plusieurs fois par jour, plein de fois par jour. De la gratitude pour le soutien de la vie, pour le soutien de l'univers, de mon ange gardien, de mon âme, pour tout ce qu'ils me permettent de vivre, et toute cette douceur qui est là derrière la dureté de ce que je suis en train de vivre. Et je vais revenir dans quelques instants sur les signes de l'univers. Il y en a eu quelques-uns qui étaient assez chouettes. Mais avant, je veux vous parler de transformation profonde. Car à l'instant, je vous parlais de grandir et d'apprendre. Et évidemment, une des questions principales, c'est qu'est-ce que cet événement m'apprend? Surtout, qu'est-ce que la façon que j'ai de le vivre m'apprend sur moi? En quoi ça va me permettre de grandir? Et c'est là aussi que c'est à nouveau fabuleux. Tellement dingue. Dans les synchronicités, si on peut appeler ça comme ça, j'avais 5 jours après le jour de la rupture, un rendez-vous avec la kinésiologue que je consulte, qui est aussi praticienne en médecine traditionnelle chinoise. Je vais la voir tous les 2 mois. Ça fait partie du processus de nettoyage à différents niveaux, nettoyage psycho-émotionnel, nettoyage karmique, généalogique, nettoyage subtil. Un travail pour lequel moi, je ne suis pas outillé pour le faire tout seul. Et peut-être que j'ai une partie des outils, mais c'est très difficile de le faire seul, je trouve. C'est toujours bien d'avoir un regard extérieur, voire une technique soutenante. C'est ce que je vous encourage souvent à faire, prendre soin de vos blessures, aller les débusquer les unes après les autres, parce que ces blessures engrammées dans le corps, les émotions et le mental nous privent de notre liberté d'action. Elles nous privent de notre liberté d'être qui nous sommes, parce que nous n'agissons pas à partir de qui nous sommes, mais à partir d'une personnalité construite sur des traumatismes, des blessures. Une personnalité qui agit en réaction à ce qu'elle a vécu, et non pas une personnalité transparente à une sagesse intérieure, à quelque chose de plus grand que soi, à une manifestation de notre enfant intérieur, de notre intimité profonde, de notre part d'immortalité, de notre essence. Donc, de la même façon que je vous encourage à le faire, je le fais moi-même, et tous les 2 mois, je vais voir la kinésiologue. Et là, vraiment, coup de bol, quoi. J'avais ce rendez-vous 5 jours après, c'est évidemment pas un hasard. Et autant juste après la séparation, le jour même de la séparation, je me disais, ouf, j'ai ce rendez-vous, je vais pouvoir faire quelque chose, je vais pouvoir agir vite. Et en même temps, je me disais, ok, 4 jours, comment je vais vivre ces 4 jours? Mais j'ai bénéficié de tout le soutien dont je viens déjà de vous parler. Soutien des amis, et soutien du travail que j'avais fait sur moi, et soutien des techniques que je connais. Mais grâce à ce rendez-vous en kinésiologie, j'ai pu transformer en l'espace d'une séance ce qui était en train de se vivre, parce que grâce au regard extérieur, à l'intuition et aux techniques, à la pratique de la thérapeute, j'ai pu comprendre ce qui était en train de se jouer pour moi. Et quelque part, si je le mets en perspective, je pourrais dire que cette rupture était nécessaire pour que je comprenne un de mes modes de fonctionnement issus d'un traumatisme passé. Un de mes modes de fonctionnement au quotidien. Quelque chose qui m'empêche d'être moi, mais dont j'avais absolument pas conscience. Ou alors dont j'avais un petit peu conscience, sur lequel j'avais déjà un petit peu travaillé, mais là je me retrouvais contraint de faire un travail plus en profondeur, un nettoyage plus complet. Voilà ce que l'événement m'apprenait. Voilà encore la beauté de ce que l'on vit. Évidemment, on ne vit jamais quoi que ce soit par hasard. Je le sais et je le redis, la vie nous présente toujours les épreuves et les situations dont nous avons besoin pour grandir. Et là, j'avais vraiment besoin de grandir sur ce sujet-là, de comprendre que mon comportement était en partie guidé par ce traumatisme. Alors le traumatisme, je vous le résume rapidement, ça n'a pas grand intérêt, mais il y a toujours eu quelque part en moi la peur du rejet,
Une peur du rejet qui a été conditionnée par différents traumatismes de l'enfance et de la préadolescence. Et cette peur du rejet, comme c'est une peur psycho-émotionnelle et corporelle, elle conditionne inconsciemment mon comportement. Et quelque part, elle en vient même à faire que je me comporte de façon à créer le rejet. Parce que si je suis rejeté, alors je suis en accord avec ces croyances inconscientes. Et ces croyances, ces engrammages corporels, émotionnels et psychologiques. Le truc est tellement perverse. C'est de l'auto-sabotage, une forme d'auto-sabotage, juste pour valider les croyances que l'on a. Oui. Parce que les croyances, c'est tout ce qu'on a. Remettre en cause un système de croyances, c'est très difficile, quel qu'il soit, même s'il est mortifère, même s'il est à nos dépens. Évidemment que je le sais. Évidemment que j'ai des outils pour travailler là-dessus. Évidemment, je vous en fais part tout le temps de ces outils. Mais parfois, il faut des sacrés chocs pour que la prise de conscience puisse émerger. Et là, c'était le cas. Et en séance est apparu un des événements révélateurs de cette peur du rejet. Et cet événement était particulièrement bien choisi parce que dans cet événement, j'avais été rejeté alors que je n'étais pas responsable du rejet. J'avais été accusé à tort et mis au banc. Quand j'étais en cinquième, donc au collège, j'avais été accusé à tort de quelque chose que je n'avais pas fait, d'une intention que je n'avais pas eue. Et ça m'avait été préjudiciable au point de devoir quitter le collège parce que j'avais été complètement, non seulement ostracisé, et puis j'étais devenu un bouc émissaire bien comme il faut. Et j'étais responsable de tout ce qui n'allait pas dans le collège. Et le corps professoral, la direction me le faisait bien sentir. Et pour le petit enfant que j'étais à l'époque, gentil et naïf, qui cherchait juste ses repères, qui cherchait le cadre dans lequel évoluer, ça avait été un putain de choc. Mon message, je l'avais enterré, je l'avais oublié. Et j'étais pas conscient que ça dirigeait mes actions au quotidien. Donc la rupture avec mon ex-compagne m'a permis de mettre à jour ce comportement qui me prive de la liberté d'être qui je suis, parce qu'il conditionne mes actions, quelque part en m'auto-sabotant, et donc en créant les conditions, notamment dans une relation, pour que je sois rejeté. Et puis ça disait que c'était pas ma faute. À l'époque, en cinquième, si j'étais rejeté, c'était pas ma faute. Si c'est cet exemple qui est sorti en séance, c'était bien pour me dire qu'aujourd'hui, si j'ai été rejeté, c'est pas ma faute. C'est pas parce que j'ai fait ci ou mi, dit ça ou autre chose, que mon ex-compagne me rejette. Elle est dans son histoire à elle. Je suis rejeté, ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas parce que je ne suis pas aimable, parce qu'on ne peut pas m'aimer, mais c'est simplement parce que l'autre est dans son histoire et que quelque part, inconsciemment, j'ai aussi créé les conditions du rejet. Notamment en n'étant pas authentique, en ne réussissant pas à être complètement moi-même dans la relation, et en ne faisant pas part, en ne communiquant pas à ma compagne de façon ferme, ce qui m'empêchait d'être complètement moi-même. Alors, encore une fois, comme j'ai les outils, je lui en ai parlé, je savais que je devais lui en parler, mais jamais avec la fermeté et le courage que j'aurais dû avoir pour me respecter moi-même. Et donc, pour faire que la relation puisse grandir, parce que si je me respecte pas moi-même, si je ne m'aime pas moi-même dans la relation, comment l'autre peut me respecter et m'aimer? Ça marche pas. Donc, grâce à cette prise de conscience, j'ai pu aller nettoyer cette blessure, ce comportement traumatique. Et je sais, à la fois consciemment, et à la fois au fin fond de mes émotions et de mon corps, que je reproduirai plus ce comportement. Plus de la même façon, évidemment, je vais explorer d'autres trucs. Dans le travail de nettoyage, il y a évidemment d'autres traumatismes à nettoyer.
Mais celui de créer les conditions du rejet pour valider le fait que je ne suis pas aimable, ça, c'est ok. Je sais que je mérite d'être aimé. Et l'amour que je peux avoir pour moi-même, l'estime de moi-même, vient de se trouver allégée, débarrassée d'une tâche, d'un poids. Vachement bien. Allez, un dernier petit truc sur cet épisode dont je ne suis pas sorti, dont je vous reparlerai probablement pas, je ne sais pas. Mais là, il y avait un condensé de tellement des sujets que j'ai déjà abordés lors des vidéos que ça méritait vraiment que j'en parle. Et le dernier petit truc, c'est les symboliques, les signes. La veille de la séparation, j'étais en voiture de nuit et deux chevreuils ont traversé la route devant la voiture. Ils étaient cachés un petit peu par la voiture qui me précédait. Et quand je les ai vus, l'intuition a tout de suite dit que c'était en lien avec le couple, ces deux chevreuils. Ils ont failli se faire percuter par la voiture de devant. Mais on a réussi à les éviter. Et je les ai vus disparaître dans les buissons, et ça m'a vraiment parlé d'une relation qui allait disparaître, intuitivement. Là aussi, évidemment, j'ai pas voulu voir le signe, j'ai pas voulu prendre ça pour moi en me disant « Ah ouais, ok, demain tu vas te faire larguer, mec. » Tellement pas. Bien. Autre signe. Mais il y a souvent des signes avec les animaux, je suis très en lien avec les animaux. Enfin, je crois, j'ai cette impression-là. En tout cas, je communique avec eux et certains animaux, comme les chevreuils ou les chauves-souris ou les renards, sont très présents dans ma vie et ils viennent souvent me parler. Bon. Et justement, depuis la séparation, j'ai eu de nombreux signes à nouveau, de nombreuses visites dans mon jardin de chevreuils qui sont venus brouter alors que j'étais là, qui s'occupaient pas vraiment de moi, qui étaient pas loin de moi, et qui, pour moi, créaient un sentiment qui me rassurait. Un sentiment de confiance, parce que ça parle vraiment de ça. Quand je les vois, il y a toujours une intuition qui est associée, et c'est très souvent un message de confiance. Très souvent, quand une chauve-souris entre et se balade dans la maison, vole autour de ma tête ou se place face à moi, c'est souvent pour me dire « Aie confiance en toi, aie confiance en la vie, aie confiance en plus grand que toi. Le plus grand que toi t'abandonnera jamais. La vie ne te laissera jamais tomber. » C'est comme ça que je le perçois, que je le ressens. Et donc j'ai eu de nombreuses présences comme ça. Jusqu'à il y a quelques jours où truc de dingue. Dans le courrier, je reçois une lettre de mon ex-compagne. Et je vois cette lettre et je me dis « Oh la vache, qu'est-ce que je vais me prendre encore dans la figure ?» Je suis en train de remonter la pente, je trouve que je m'en sors plutôt bien. Et là, qu'est-ce qu'elle va me dire qui va me faire retomber au fond du gouffre? J'avais cette appréhension-là. Avant d'ouvrir la lettre, je sors quelques instants dehors dans le jardin, histoire de me concentrer, de me préparer à toutes les éventualités qu'il pourrait y avoir dans cette lettre. Et voilà, sous ma maison, il y a une cave voûtée. Je me place à l'entrée de cette cave voûtée et j'en barre donc l'accès. Et là, il y a un renard qui s'était mis dans la cave voûtée. On était le matin, assez tôt. Peut-être qu'il avait dormi là, je sais pas. Et je vois ce renard, il tourne un petit peu en rond, il essaye de se cacher et il peut pas vraiment sortir parce que je barre l'entrée. Le renard choisit de passer entre les jambes pour sortir. Et il fait 5-7 mètres. Et s'arrête, puis il se retourne et puis il me regarde. C'est un jeune renard, je pense qu'il a 1 an. Au printemps, je jouais avec lui alors qu'il était tout petit. Il y avait 3 renardeaux, je jouais avec eux, on leur lançait des bâtons. C'était rigolo. Et je pense que c'est l'un de ces renards qui est toujours dans le jardin, ou pas loin. Et voilà, et puis il m'a regardé, et dans son regard, il y avait plein de choses. Il n'y avait évidemment aucune agressivité, aucune méfiance non plus. Il y avait à nouveau ce message de « sois confiant, tout va bien ». Tellement dingue, ce regard qui me disait « sois confiant, tout va bien ». Peut-être, quelque part, il disait « je veille sur toi ». Je sais pas. Et voilà, j'ai pris, et je suis allé lire cette lettre, disant « ok, tout va bien ».
je suis capable d'encaisser ce que je vais lire. Voilà, et de fait, ce que je vais lire me confortait dans le « ce n'est pas ma faute ». C'est l'histoire de ma compagne, de elle par rapport à elle-même dans cette séparation. Parce que, en fait, de lettres, c'était une carte postale qu'elle m'avait postée, je sais pas quand, mais probablement avant notre séparation, même si elle avait mis 15 jours à arriver. Carte postale dans laquelle elle me disait qu'elle avait adoré nos vacances ensemble, que ça avait été merveilleux, qu'elle aimait tout en moi, et qu'elle me souhaitait le meilleur pour cette année. Et cette simple rencontre avec le renard avant de lire la carte, à la fois m'avait donné les ressources nécessaires pour ne pas commencer à tergiverser en me disant « ouais, mais en fait, est-ce qu'elle a écrit cette carte après la séparation? Est-ce que c'est une façon pour elle de vouloir s'excuser ou que je reprenne contact avec elle ou quoi, ou qu'est-ce, ou alors... » 1000 options possibles. Non? Ok, j'accueille. C'est comme ça. Et puis ça m'a permis de transformer un truc. De me dire, ouais, ok, en quelques jours, on est passé de « j'aime tout en toi » à « il faut qu'on se sépare, je te quitte ». Est-ce que c'est vraiment ça que je veux me faire vivre? Une relation dans laquelle il y a un manque de communication flagrant, et une relation dans laquelle il y a un espèce de yo-yo émotionnel, une relation qui ne nourrit pas mon besoin de sécurité, est-ce que c'est vraiment ça que je veux me faire vivre? Et puis, ça m'a permis aussi de me diriger vers le pardon, l'acceptation et le pardon. Je vous ai évidemment déjà parlé de la vallée des larmes. Au début, c'est le choc, je vous l'ai dit. Puis le déni, mais c'est pas possible. Il y a une semaine, elle me disait qu'elle m'aimait. Qu'est-ce qui se passe? Elle voulait pas qu'on se quitte à la fin des vacances. Enfin, elle voulait juste pas qu'on reprenne notre quotidien. Elle voulait que je reste chez elle. Déni. Et puis négociation. Ah, mais c'est peut-être qu'un signal d'alarme. Elle a peut-être besoin que je sois plus à l'écoute de ce qu'elle est en train de vivre. Elle a peut-être besoin de plus de soutien. Puis colère. Mais c'est juste pas possible. C'est pas possible, non. Pourquoi elle me fait ça? Elle est trop... Et puis là, série d'insultes. Colère. Et puis tristesse. Profondément triste. Voilà, ces différentes étapes qu'il faut traverser pour à un moment sortir de la vallée des larmes et aller vers l'acceptation. Ok, c'est comme ça. Et tout ce dont je vous ai fait part, et notamment ce dernier événement de carte postale, ça me permet de cheminer au travers de la vallée des larmes, en étant conscient de ce que je suis en train de vivre, en étant conscient qu'il y a une issue, en bénéficiant de ressources psychologiques, émotionnelles, corporelles, qui font que je suis pas complètement abattu, pas complètement au fond du trou, que j'ai pu reprendre le boulot, que je peux avoir des relations sociales normales sans être complètement au fond du gouffre, perdu, traumatisé, sonné. Et que même si c'est pas facile, et que même si c'est pas gagné, que la blessure n'est pas guérie, et qu'il va falloir un petit peu de temps, et c'est ok. Je vis tout ça avec une forme d'apaisement. Je l'accepte, et j'accepte de le vivre tel que c'est. Sans peur, sans colère qui resterait bloquée à l'intérieur, sans tristesse qui resterait bloquée à l'intérieur. Quand la colère et la tristesse viennent, elles viennent, elles passent, et j'accueille. Et c'est ok. Je dis ça aujourd'hui, peut-être que demain ça sera pas la même chose, mais je sens quand même que ça se stabilise. Et donc ça me permet d'aller vers l'acceptation, de me dire ok, j'ai beaucoup d'amour pour mon ex-compagne, et beaucoup de compassion pour elle, et je continuerai à l'aimer, même si être en relation avec elle, c'est pas ok, ni pour elle apparemment, ni pour moi. Et beaucoup de compassion, sans jugement. Ok, elle vit un truc qui est pas facile, et peut-être que la seule solution qu'elle a trouvée pour passer les difficultés qu'elle rencontre, c'est de prendre du recul et de se séparer de moi. C'est la stratégie qu'elle a trouvée pour nourrir ses besoins à elle du moment. Elle est dans son histoire, moi dans mon histoire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'interférence entre ces histoires.
Ça ne veut pas dire que peut-être, éventuellement, je ne peux pas continuer à être quelque part une ressource, un soutien, une écoute pour elle. Mais voilà, cette compassion de ok, malgré tout le mal que cette situation me fait, c'est ok, j'accepte, je pardonne. Je mets la vidéo en pause quelques instants, car alors que j'ai terminé le tournage, rangé le matériel, je me rends compte qu'il y a deux petites choses dont je voulais vous parler et qui méritent d'être évoquées. La première, c'est les actions symboliques. J'ai tout de suite posé, dès le lendemain de la séparation, quelques actions symboliques qui avaient vocation à me soutenir et à m'aider dans ce que j'étais en train de vivre. La première, ça a été de faire un grand ménage chez moi. Parce que symboliquement, c'est comme faire le ménage à l'intérieur de soi, à l'intérieur de sa tête. Et puis, j'ai aussi nettoyé tous les carreaux de la maison. Ça permet à la lumière d'entrer, ça me permet d'y voir plus clair. Ça semble symbolique, mais ça a une vraie répercussion. Je vous ai déjà parlé du symbolisme de nos actions et de la vie qui n'est que succession de symboles. Tant à travers de ce que le corps exprime, de ce que la vie manifeste, que de nos actions. Donc ces deux petites actions symboliques. Nettoyer mon intérieur et nettoyer les carreaux pour y voir plus clair. Je suis aussi évidemment allé marcher en forêt pour me reconnecter à la nature et bénéficier des ressources de la nature. Symboliquement, c'est l'intention que j'avais posée. Laisser vivre ce qui est en moi et demander à la nature de le transformer, de l'accueillir et de me donner les ressources nécessaires pour traverser cette épreuve. Et l'autre petit truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que, en plus de me répéter 1000 fois par jour « blessure, guérir », j'ai pris soin de me répéter aussi régulièrement que je m'aime. Simplement en me disant « Benjamin, je m'aime » ou « Benjamin, je t'aime ». Là aussi pour recontacter des ressources en moi et prendre soin de la confiance en moi, de l'estime de moi. Et donc pour ne pas sombrer dans les abîmes, le gouffre de la tristesse ou de la dépression. Et évidemment faire avec ce qui est, c'est-à-dire faire de son mieux. 4e accord Toltec. Même si le mieux est merdique, être dans la conscience, je me suis mis dans la conscience que je faisais de mon mieux. Que même si j'avais l'impression de n'être pas capable de faire quoi que ce soit, que même si je me sentais très fatigué, je faisais quand même de mon mieux. Et du coup, avoir de la bienveillance envers moi-même. Ok, j'ai du mal à me réveiller, ok, j'ai du mal à dormir, ok, j'ai du mal à me mettre en mouvement et à faire ce que j'avais prévu de faire, mais c'est ok, c'est comme ça. Je peux pas faire mieux pour le moment. Et je l'accepte. Et je suis bienveillant envers moi-même. Comme je peux être bienveillant envers autrui quand il va mal. Quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un est blessé, quand quelqu'un souffre, on fait preuve de bienveillance envers cette personne. Eh bien, il faut faire la même chose envers soi-même. Quand on est malade, quand on est blessé, quand on souffre. Voilà pour ce que j'avais oublié de vous dire et que je tenais quand même à mettre dans cette vidéo. Et je remets la vidéo sur lecture. Voilà pour ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui. J'espère que vous aurez vu à travers cet exemple, cette tranche de vie, comment tout ce dont je vous fais part devient petit à petit, à force de cultivation, à force de travail, des ressources qui permettent de vivre les choses très différemment, d'avoir un lien avec l'invisible et de bénéficier de ressources dont nous nous privons quand nous sommes coupés de cet invisible, quand nous sommes coupés de nous-mêmes, quand nous sommes coupés de la relation à notre sagesse intérieure. Évidemment, la vie continue à être une série d'épreuves et une série de petits bonheurs. Mais les épreuves, la souffrance sont toujours là. Ce qui change, c'est juste comment on le vit, comment on le transforme, comment on l'accueille, comment on le reçoit, comment on le vit. C'est de ça dont je voulais vous faire part aujourd'hui. Et je vous retrouve avec grand plaisir, tout en vous remerciant d'avoir regardé cette vidéo, dans une prochaine vidéo pour traiter d'un sujet connexe, à vivre la paix en soi
et elle a rayonné. Beau cheminement à vous. Si cette vidéo vous inspire, merci de la partager et si vous en avez l'élan, de la commenter, de cliquer un pouce et de vous abonner à ce canal. À bientôt!